Ils ont inspiré des générations entières de parents alors qu'eux-mêmes n'ont pas élevé leur progéniture. Comme quoi le culot paye. Ni couche, ni réveil nocturne pour Maria Montessori et Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, comment ont-ils réussi à imposer leur idée sans ce que l'on appelle la preuve marketing? On voit ça tout de suite. Un nom très à la mode sur les réseaux sociaux et surtout dans la bouche des humoristes. Maria Montessori, c'est plus de 20 000 écoles à travers le monde. Et avec le temps, s'est créé autour d'elle une image bien différente de la réalité. Par exemple, beaucoup l'imaginent anticléricale, laïque, alors qu'elle était profondément catholique. Maria est une femme de tête. On ne lui dit pas non. Le ministère de l'Éducation nationale refuse de faire entrer des femmes à la faculté de médecine. Petit joueur. Elle obtient une permission du pape qui fera plier le ministère en 1890, devenant ainsi la première femme à intégrer la faculté de médecine de Rome. Certains cours lui restent interdits en raison de son sexe. Ouf. Elle fera des dissections de nuit. Elle obtient en plus un doctorat en psychiatrie au grand désespoir de son père. Et c'est à la clinique psychiatrique de l'Université de Rome que Maria a THE déclic. Elle est confrontée chaque jour à ce qu'elle estime être une aberration. Aujourd'hui, ce serait inimaginable. Les enfants handicapés mentaux sont mélangés aux adultes et ils n'ont droit à aucune activité. Alors que le développement cognitif passe par les jeux. Ça lui fend le cœur. Et comme nous l'avons vu, on ne refuse rien à Maria. Le directeur de l'hôpital accepte la création d'un service séparé, considéré aujourd'hui comme l'un des premiers services pédopsychiatriques d'Italie. C'est là qu'elle va développer sa pédagogie à travers l'observation, l'expérimentation et en se nourrissant des travaux des médecins Jean Itard et Édouard Seguin. Ces deux Français ont travaillé sur des cas considérés difficiles comme les sourds-muets ou les enfants jugés idiots. Ces hommes tiennent le pari de les intégrer à la communauté par une éducation appropriée. Pour eux, les enfants ont plus besoin d'une approche pédagogique que médicale. Et c'est exactement ça, se dit Maria. Bon. Maintenant que le décor est planté, passons à cette histoire d'abandon. Maria a beau être un bourreau de travail, tôt ou tard, un jour, comme tout le monde, elle tombe amoureuse. Et l'heureux élu n'est pas n'importe qui. Giuseppe Montesano, à la fois professeur de psychologie et collègue de Maria. Vous savez ce qu'on dit, les enfants, le mouton broute toujours où il est attaché. Lui n'a aucun problème avec ça. Elle, par contre, tient à ce que cette liaison reste secrète. C'est une femme. Si les gens l'apprenaient, il faudrait se marier, parce que les galipettes hors mariage pour une fille de bonne famille, c'était inconcevable. Ce qui signifierait la fin des travaux pour Maria. Oui, parce qu'à l'époque, la place d'une épouse était à la cuisine. Bon, en tout cas, ils s'aiment si passionnément qu'ils se jurent fidélité éternelle. Éther quoi? Oui, enfin, arrive ce qui devait arriver. Je le savais, il en rencontre une autre. Non, mieux que ça, elle tombe enceinte. Aïe. À l'époque, devenir mère célibataire, c'était la fin du monde. Manque d'argent, mort sociale, sa vie devenait un véritable enfer. Une femme dans cette situation n'avait pas beaucoup de choix. Voyons voir, se marier, rencontrer une faiseuse d'ange ou confier l'enfant. C'est la mort dans l'âme que Maria a choisi la troisième option. Si elle avait fièrement affiché sa maternité, plus personne ne lui aurait donné de crédit. Ses résultats auraient été malheureusement entachés par sa soi-disant immoralité. Après avoir accouché dans le plus grand secret, elle confie le tout jeune Mario à une nourrice à la campagne. Mais attention, elle ne l'abandonne pas totalement puisque elle lui rend visite toutes les semaines avant de l'envoyer au pensionnat. À 14 ans, le jeune Mario revient chez sa mère qu'elle présente comme un neveu. Alors la filiation ne sera révélée qu'à la lecture du testament de Maria Montessori. Et le père dans tout ça, il rompt sa promesse et se marie à une autre. Qu'est-ce que je vous disais? Puisqu'officiellement, Maria n'a qu'un neveu à charge, eh bien, elle peut poursuivre ses expérimentations appuyées par de très belles réussites. Des cas jugés débiles,
passent le certificat de fin d'études élémentaires avec de bien meilleurs résultats que les élèves dits normaux. Fort de ce succès, la mairie de Rome lui confie des enfants défavorisés avec, là encore, d'excellents résultats. Alors oui, on peut l'accuser d'avoir joué les apprentis sorcières avec les enfants des autres, mais elle n'a pas réellement abandonné le sien, qui d'ailleurs va poursuivre ses travaux. On ne peut pas en dire autant de Jean-Jacques Rousseau. Dans Émile ou de l'éducation, Jean-Jacques Rousseau théorise plusieurs stades successifs de développement de l'homme qu'il faut absolument respecter. Les parents doivent favoriser l'expérimentation concrète plutôt que les livres, et ils doivent guider sans imposer. Oui, Jean-Jacques Rousseau rejette toute punition et tout dogme précoce. Cela vous rappelle Montessori? C'est tout à fait normal. Beaucoup se sont inspirés de JJL. La neuroscience lui donne raison, chère madame. Oui, bon, ça va, on a compris. Pour lui, l'enfant est bon de nature, c'est la société qui le corrompt. Si vous avez lu Les Confessions, son livre autobiographique, vous savez que c'est jamais de sa faute. C'est un petit peu le problème du philosophe suisse. Il se justifie souvent en accusant les autres d'être à la base de ses problèmes. L'abandon de sa progéniture, immédiatement placée à l'hospice des enfants trouvés, ne fait pas exception. Les motifs, il en a plein le chapeau. La pauvreté, bien sûr. Une vie nomade et le peu d'entrain à vouloir prendre en charge 5 enfants. Et cette Thérèse qui ne voulait pas les abandonner. Entre nous, on a plus l'impression que la petite est un bouche-trou qu'une relation sérieuse. Vous l'aurez compris, Jean-Jacques Rousseau est le roi de la justification. Avec une veine de cocu, puisqu'il va réussir à faire un best-seller encore lu aujourd'hui, sur un thème dont au fond, il ne connaît absolument rien. Rousseau, aidé par les circonstances, pourtant contre lui, organise un véritable tour de force. Le livre fait scandale, mais pas pour le manque de compétences de l'auteur en la matière, non, plutôt pour des motifs religieux. En bon philosophe du XVIIIe siècle, Rousseau y prône un Dieu intelligent, créateur, bon, que tout le monde peut expérimenter à travers l'observation de la nature sans passer par un intermédiaire. Le public lettré adore, les autorités beaucoup moins. Forcément. Le Parlement de Paris condamne l'ouvrage pour impiété le 10 juin 1762, ordonnant sa brûlure par le bourreau. À Genève, le Petit Conseil le fait détruire le 19 juin, forçant, encore une fois, Rousseau à s'exiler. Quand la censure frappe un livre, tout le monde veut le découvrir. Ses détracteurs ont beau marteler qu'il est d'une hypocrisie sans nom, mais personne ne s'en préoccupe. Entre abandonner ses enfants, pratique courante chez les pauvres, et faire manger son chapeau à monsieur l'évêque, il n'y a pas photo. Puis Rousseau utilise sa principale force, l'auto-justification. Oui, il a abandonné ses enfants, comme beaucoup de contemporains désargentés. Et puis, il manquait d'aptitude parentale. Au moins a-t-il eu le bon goût de se l'avouer et de confier ses innocentes créatures à une institution qui connaît son métier. Enfin, grande pirouette narrative, il est philosophe. Autrement dit, il possède une capacité d'observation et de réflexion sur les questions humaines bien supérieure à la moyenne. Veuillez l'excuser, brave Jean, de prendre de son temps pour vous éclairer. Voilà, Maria Montessori se fait clasher pour abandon d'enfants, mais elle a de l'expérience. Jean-Jacques Rousseau, lui, s'est totalement basé sur l'autorité qu'avait un philosophe au XVIIIe siècle. On n'est vraiment pas au même niveau.